À la une ce soir, le comité des pêches de Martinique conteste Louis Boutrin, le conseiller exécutif de la CTM, est pointé du doigt par les professionnels de la pêche. Ils ont été reçus par Alfred Marie-Jeanne ce matin en marge de la séance plénière. Une centaine de sinistrés saint-martinois transférés au château dans l'Oise. Depuis près d'un mois, ils vivaient dans des hôtels en Île-de-France, une solution temporaire avant un relogement durable. Les dernières techniques de prise en charge du cancer présentées à des kinésithérapeutes martiniquais pendant 2 jours, ces professionnels de santé ont bénéficié d'un stage à l'initiative de l'association de malades Amazon. Et puis, le sport, c'est la santé, ça tombe bien, comme tous les vendredis, votre agenda sport du week-end, du badminton, du football et du volleyball, le programme en fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Après les grévistes du parc naturel de Martinique, ce sont donc les membres du comité des pêches qui contestent les méthodes de travail de Louis Boutrin, conseiller exécutif de la CTM. Ce matin, ils ont manifesté leur point de vue en marge de la séance plénière de la collectivité territoriale. On fait le point avec Sabrina Doré. Nous ne voulons plus de Louis Boutrin pour gérer nos affaires. C'est le message clair qu'a souhaité faire passer le comité régional des pêches aujourd'hui. Il a été reçu en réunion par le président du conseil exécutif. Il nous faut un autre conseil exécutif pour la pêche parce que M. Boutrin ne faut rien. Ça fait 2 ans qu'il est là, on l'a vu 30 minutes. C'est assez, la pêche est en souffrance. Beaucoup d'infrastructures ne fonctionnent pas, machines à glace. Tous les dossiers sont en attente. Aujourd'hui, c'en est trop. Il faut quelqu'un d'autre. M. Boutrin, stop. De nombreux dysfonctionnements perturbent la filière et selon les marins-pêcheurs, il serait quasi impossible de joindre leur référent à la CTM, une situation qui se serait aggravée depuis l'arrivée de Louis Boutrin à la tête de la commission pêche. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des machines à glace en Martinique sont en panne. L'exception du marin qui est géré par le comité régional des pêches et puis également Trinity qui est géré par Maxi Pêche. Donc aujourd'hui, il est inconcevable qu'un marin pêcheur parte en mer qui n'ait pas de glace pour mettre à bord de l'embarcation. Donc la problématique, c'est qu'il y a longtemps que ça dure. On souhaiterait que ça soit résolu pour qu'on puisse conserver nos poissons dans les bonnes conditions. Donc nous avons le problème, par exemple, les pêcheurs de casse-pilote sont obligés d'aller au marin pour récupérer de la glace. Après 2 heures de réunion, les professionnels de la mer semblent satisfaits de leur entretien avec Alfred Marie-Jeanne. De là à parler de la fin de la pêche sous l'ère Louis Boutrin, il n'y a qu'un pas. La CTM a toujours répondu présent lorsqu'on la sollicite, notamment Alfred, M. Marie-Jeanne. Mais bon, la personne qu'on avait déléguée qui devrait s'occuper de la pêche, à mon avis, ne faisait pas son boulot. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire autrement et mieux. M. Boutrin, c'est un élu. Les élus, j'ai posé un certain nombre de doléances, un certain nombre de problèmes qu'on avait avec M. Boutrin. Chacun prend ses responsabilités, c'est tout. Après le transport, le parc naturel de Martinique, c'est la filière pêche qui remet en question le travail de Louis Boutrin. Les visages satisfaits des marins-pêcheurs laissent entrevoir quelques changements à venir. Pour l'heure, ni l'intéressé ni le président du conseil exécutif n'ont souhaité répondre à nos questions. Affaire à suivre donc. Et puis retour sur cette passe d'armes au sujet du TCSP, toujours à l'Assemblée territoriale de Martinique. Hier soir, lors de la séance plénière, un protocole a été signé pour débloquer 6 millions d'euros, un peu plus de 6 millions d'euros pour payer les factures de Caribus, filiale de Vinci. Les élus de l'opposition se sont abstenus. Les réactions recueillies par Céline Chalonneau et Guy Raphaël René. Nous sommes satisfaits parce que sur les sommes dues par le syndicat mixte du TCSP à Vinci, au titre du fameux contrat PPP, nous avons pu diminuer ces sommes de demi-million. Nous avons sauvegardé les intérêts des contribuables martiniquais. Mais ce n'est qu'une étape, parce que ces sommes que l'on doit à Vinci devraient être remboursées jusqu'à 2035. Donc, une fois cette étape franchie, la CTM a versé 6 millions là, tout de suite, là, avant le 31 décembre à Vinci. Hein, et il va falloir continuer les négociations parce qu'en réalité, le fond de l'affaire, c'est que la région n'avait pas le droit juridiquement de faire ce qu'elle a fait là. Et c'est ça qui est le gros problème. Maintenant, les engagements ont été pris, nous sommes tenus là-dessus et nous négocions pied à pied avec Vinci. En tout cas, le président Marie-Jeanne négocie. Nous espérons que nous allons arriver à défendre encore mieux les intérêts des contribuables jusqu'à 2035. C'est d'abord le syndicat mixte qui devait de l'argent. Il n'a pas été en mesure de rembourser à Vinci. Donc il a fallu d'abord que Vinci constate la défaillance. Et comme la région, maintenant la CTM était l'aval
était venu en garantie. Donc Vinci s'est retourné. Et il a fallu mener des négociations. Ces négociations se mènent par avocat interposé. Et cette négociation a été longue. Il y a 3 jours qu'ils sont arrivés au résultat. Donc il y a eu 9 mois de négociations. Parce que c'est des sommes considérables qui sont en jeu. La commission d'appel d'offres, à l'unanimité, il y a 2 membres de l'opposition. Donc je ne comprends pas comment, lorsque l'on présente les dossiers en commission, ils votent à l'unanimité, et en plénière, là, devant les caméras de la télévision, ils se réfugient dans l'abstention. Il faut qu'aujourd'hui, l'équipe de Marie-Jeanne et la gouvernance de la CTM arrêtent de prendre les élus pour des tébés. C'est un dossier qui a été organisé et généré par eux. Ils ont décidé de ne pas payer le partenaire public-privé depuis 1 an et 10 mois. Eh bien, aujourd'hui, ils se retrouvent finalement, parce que le tribunal allait statuer et qu'ils allaient être condamnés, ils se retrouvent finalement à avoir à payer 1 an et 10 mois après avoir bloqué ce paiement-là, en ayant détruit au passage le syndicat mixte. Ils se retrouvent non seulement à payer les 6 millions qu'ils devaient payer il y a 1 an et 10 mois, mais en plus, ça a généré des intérêts de retard qui sont pour un montant de 900 000 €, bien 900 000 € d'argent public en plus à payer simplement parce que la gouvernance avait décidé de ne pas payer. L'entreprise qui s'appelle CFTU aujourd'hui a déjà avancé plus de 3,5 millions, elle n'a plus les moyens d'avancer des fonds et aujourd'hui l'autorité unique présidée par Alfred Marie-Jeanne n'a pas financé la continuité de la marche à blanc. Donc il passe une commande sans jamais... Prise CFTU liquidable très bientôt et même mettre en difficulté la CACEM. Voilà, on reparle dans ce journal de Saint-Martin et de ses ressortissants arrivés en Ile-de-France après le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté l'île. Pour certains, leur situation ne s'améliore pas, ils dorment toujours à l'hôtel dans l'attente d'un relogement. 170 de ces réfugiés climatiques ont été accueillis dans un château dans l'Oise. Le reportage de notre correspondante Solène Boissé. Ce car n'est que le premier d'une série de 3. Les 170 Saint-Martinois vont enfin pouvoir poser bagages loin du vacarme de l'aéroport d'Orly. Sonia et ses compagnons de fortune sont soulagés. Nous sommes rassurés parce qu'il y a les gendarmes et d'autres personnes qui nous entourent. Donc je vois pour moi que la vie commence à changer. Les enfants vont pouvoir aller à l'école, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne aventure. Une bonne aventure qui se passe dans cette petite commune de Coy-la-Forêt, dans l'Oise. Ce village compte moins de 4000 habitants, mais beaucoup se sont mobilisés pour accueillir ces rescapés, dont les petits commerçants comme Pauline, qui a vécu 2 ans à Saint-Barthélemy. C'est nouveau, ça? Oui, c'est des petites figues au foie gras, dattes au foie gras et bonbons. On est ravis, il y a eu des choses de fête dans les écoles. Ils ont essayé de récolter voilà, des livres, des bouquins, des choses pour l'école. Les enfants ont fait des dessins pour eux, donc c'est très sympa. On est très contents qu'ils arrivent à Coy-la-Forêt et on espère qu'ils vont se plaire et que ça va les aider pour se relancer. Se relancer et être accompagnés. Jacqueline est née ici. Pour elle, accueillir au mieux les Saint-Martinois, c'est un devoir citoyen. C'est tout à fait normal. On essaye d'aider les autres. Hein. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Quand il faut quitter sa ville, en laissant tous ses souvenirs, la famille, etc., je pense que ça doit être terrible pour ces familles, surtout avec les enfants. Les enfants pourront retourner sur les bancs de l'école d'ici lundi prochain. Les familles resteront au château jusqu'à fin décembre, le temps de trouver un logement pérenne et de s'acclimater à leur nouvel environnement. Les obsèques d'une grande figure martiniquaise, Marcel Prudent. Elle a été inhumée cet après-midi, serviteur de l'État et des collectivités, au cimetière de Trabot. C'est là qu'elle a été inhumée. Ancienne directrice départementale des affaires sociales, ancienne directrice de la DAS. Écoutez la réaction de ses proches recueillie par Louis Sabas lors des obsèques célébrées en début d'après-midi à la cathédrale de Fort-de-France. Alors je peux surtout parler du centre de préparation au mariage, puisqu'elle est à l'origine, avec son mari, de la création de ce mouvement, qui est devenu ensuite une association. Et pour nous, c'est comme une maman. C'est une maman qui s'en va. Ce mouvement qui s'est développé depuis 1964, qui a préparé des milliers de personnes qui voulaient se marier. Et aujourd'hui a pris une vitesse de croisière et fait un travail à peu près entre 400 et 600 couples par an sont préparés par cette association. Elle s'occupait beaucoup des couples, des familles,
de la préparation au mariage. Et c'est à cette occasion que nous l'avons vue pour la première fois et qu'elle nous a vraiment impressionnés par déjà son sourire et aussi par sa détermination par rapport à ce qu'elle portait pour l'Église. Elle avait une énergie à revendre. Elle avait vraiment, même jusqu'au dernier moment, lorsque nous l'avons rencontrée, cette femme, elle était vraiment avec une énergie formidable. La mesdames, Madame Marcel Prudent est à l'initiative de la création de cette structure. Elle a été pendant toute sa vie à nos côtés et pour permettre à cet institut de répondre aux besoins des enfants de la Martinique déficients auditifs et visuels. Et ce qui m'a marqué chez elle, c'est sa simplicité, sa générosité et son dévouement. Santé maintenant avec ce stage à destination des kinésithérapeutes martiniquais. Ces professionnels jouent un rôle primordial pour les patients atteints de cancer. Des rééducations sont souvent nécessaires pendant et après la maladie et les différentes techniques de prise en charge évoluent à grands pas. À l'initiative de l'association Amazon qui regroupe des femmes atteintes de cancer, une trentaine de praticiens a pu bénéficier d'une remise à niveau pendant 2 jours. Le reportage de Louis Sabas. Et vous avez vu ce que je vous ai dit pour la chambre, ça aussi c'est à travailler. Matinée de formation pour ces masseurs kinésithérapeutes. Ici, on apprend les dernières méthodes de prise en charge optimale d'une patiente atteinte du cancer. On développe moins ici qu'en métropole, on est malheureusement un peu à distance. Donc les nouvelles technologies, on les a un petit peu après. Donc c'est vraiment bien ce genre de formation. On a besoin aussi de matériel, on a besoin de beaucoup de choses, de développer ici. Et puis nous, kinésithérapeutes, de se spécialiser justement là-dedans. C'est vrai qu'on serait plus resté sur la prise en charge du cancer du sein. Mais c'est vrai que Fabienne a aussi abordé la prise en charge des patients atteints d'autres cancers. Et je trouvais ça génial en fait. Le patient atteint du cancer, c'est une pathologie, mais c'est une patiente avant tout. Et la prise en charge est adaptée à la patiente. Madame X n'est pas Madame Y. Donc on doit évoluer, on doit traiter, on doit prendre en compte tous ces éléments qui font que actuellement, on essaie d'être efficient. Cours théoriques, approche dédramatisante, techniques de soins, des mises à jour de connaissances nécessaires, voire obligatoires. Si les masseurs kinésithérapeutes sont formés en école, il peut leur être difficile de s'adapter aux soins, chimio ou chirurgie, subis par les patients. Le cancer, c'est une maladie silencieuse et en fait, les problèmes commencent avec les traitements. On vous opère, on vous enlève soit complètement un sein, soit une partie du sein. À partir de là, vous vous retrouvez avec des cicatrices, mais le sein est posé sur le thorax, donc ça va entraîner des raideurs au niveau de l'épaule, des douleurs dans le rachis. Ensuite, on va vous faire de la chimio qui va vous affaiblir, qui va vous faire perdre du poids, mais c'est pas de la graisse que vous allez perdre, c'est du muscle. Donc nous, on va prendre en charge cette remise en forme qui est obligatoire pour mieux supporter les traitements. Et puis après, vous avez de la radiothérapie. Et comme tout le monde le sait, la radiothérapie, c'est une irradiation tissulaire et ça entraîne d'énormes problèmes, des adhérences, des fibroses, donc des restrictions tissulaires, articulaires et musculaires. Donc des douleurs, non pas uniquement sur la zone opératoire, mais sur tout le corps. Établir une passerelle entre les masseurs kinésithérapeutes et les autres professionnels de santé traitant le cancer, c'est l'un des objectifs à travers cette rencontre de l'association Amazon. C'est une formation qui est faite à la fois par une kiné spécialisée en oncologie, mais aussi par un chirurgien spécialisé en oncologie. L'idée, c'est de véritablement montrer qu'il y a toute une chaîne à mettre en place entre les différents acteurs que rencontre un patient dans son parcours de soins, afin de permettre de performer et de permettre une meilleure prise en charge des patients en Martinique. Ils sont près de 500 professionnels en Martinique. Il s'agit maintenant pour l'Union régionale des masseurs kinésithérapeutes, l'association Amazon et leurs partenaires de poursuivre la formation et les prises en charge pour répondre à la demande de patients de plus en plus exigeants. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'actualité des régions. En Guyane, un congrès des élus prévu demain en vue des états généraux. Le collectif pour la Guyane décollée apportera sa contribution, vous le verrez. En Guadeloupe, l'anniversaire du programme Erasmus, programme d'échanges internationaux pour les étudiants et également pour les écoliers, vous le verrez. Et puis votre JT des communes, découverte d'un ouvrage sur la géographie antillaise à destination des scolaires.
En Guyane, donc, je vous le disais, les élus se réuniront demain en congrès. À l'ordre du jour, la préparation des États généraux proposés par le président de la République Emmanuel Macron. Le collectif pour la Guyane décollée, qui était à la tête du mouvement social de mars et avril dernier, a bien l'intention d'y participer. Ils ont été reçus par quelques maires ce matin et ils ont notamment déposé une résolution. Les explications sur place de Stéphane Govindin. Le collectif pour la Guyane décollée met en garde les élus de Guyane quant à l'attitude qu'ils devraient avoir lors du congrès de demain à la CTG. Le collectif compte faire entendre sa voix si les élus n'appliquent pas une méthode de travail adéquate. Nous ne sommes pas membres du congrès, c'est-à-dire qu'on n'a pas voix délibérative, mais nous sommes invités dans ce congrès et bien évidemment si nous voyons qu'il y a, je sais pas moi, une opération où on tourne en rang, etc., on ne manquera pas de le faire savoir. Je rappelle que quand même nous sommes une part de la voix de la population guyanaise et c'est à ce titre-là que nous sommes invités demain à la CTG. Pour le président de l'association des maires, David Richer, l'objectif est commun, il s'agit de travailler pour la Guyane. Demain, c'est là que tout doit se décider, puisque pour moi, le plus important, ce n'est pas demain. Ce n'est pas le congrès des élus en lui-même, lui, il va fixer le cadre. Maintenant, c'est après-demain. Ce sont les États généraux que l'on va lancer demain, mettre sur orbite demain. Ce sera ça le plus intéressant. Et donc là, il ne faut pas se louper demain sur le choix des commissions, des thématiques. Est-ce qu'elles conviennent à tout le monde? Oui, non. Et ensuite, sur la manière de déployer les États généraux, non, les moyens, pas que financiers, mais logistiques, etc., parce que j'y tiens à ce que les 22 communes soient concertées, pas par mail, mais sur le terrain. Il faudra aller à Kamopi, il faudra aller à Saül, il faudra aller à Wanari, trouver les moyens d'y aller, faire la propagande, informer la population, qu'elle s'intéresse au projet Guyane. On n'est pas là à dire je veux un lycée dans ma ville, c'est plus ça. On a besoin d'une vraie décision politique. Qu'est-ce qu'on veut pour la Guyane de demain? Une vraie stratégie. Et cela, c'est... Cette fois-ci, je crois qu'on va y arriver parce qu'il y aura la population. Et ça, c'est le plus important. La population sera là. Elle a voulu le 28, elle l'a dit. On veut être associé à tout cela. Il n'y a pas que les élus, et ça, j'en suis bien conscient. Donc, ça sera un tout, et j'espère qu'on trouvera tous l'intérêt de défendre notre Guyane et d'avoir un vrai projet, mais qui convienne à tout le monde. Et là, on aura gagné. Direction la Guadeloupe, où comme chez nous, on fêtait aujourd'hui les 30 ans du programme européen Erasmus, qui permet aux étudiants, notamment d'effectuer une partie de leur scolarité dans un pays européen. Ce sont des générations d'Antillais qui ont pu bénéficier de ces échanges internationaux. Et vous allez le voir, cela ne concerne pas seulement les étudiants. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Depuis 2 ans, l'école de Grand Camp Parc fait partie du programme Erasmus+, un programme européen qui permet des échanges d'activités artistiques et culturelles via le net. Objectif, découvrir les réalités du citoyen européen. Le projet Erasmus+ de l'école de Grand Camp Parc, c'est un projet sur 3 ans, 2015-2018. La première année, on est parti à la découverte de toutes les musiques de Guadeloupe. Donc les enfants ont découvert les artistes sont venus à l'école. La deuxième année, on a fait de la danse, pareil, toutes les danses de Guadeloupe. On a fait des spectacles. L'année dernière, on est parti au Danemark, justement. Les enfants sont allés montrer ce qu'ils font. Cette année, c'est plus le volet artistique qui va être en jeu. Et là, on va faire découvrir toutes les formes d'art qui existent. Alors, ça peut se passer à l'école, mais on peut aller aussi en extérieur voir des ateliers d'artistes. On est en lien avec plusieurs artistes qui vont soit intervenir à l'école, soit nous demander de venir les voir pour une journée d'atelier comme ça, mosaïque ou peinture ou même poterie. Un programme pédagogique est fait chaque année afin d'intégrer les activités liées à Erasmus+, au programme scolaire global pour créer une nouvelle dynamique. En début d'année, il y a une large diffusion qui est faite aux élèves et aux parents. Et au fur et à mesure des activités, les élèves, vous voyez, la première réaction, c'est qu'il n'y a pas d'absentéisme. Tous les élèves viennent à l'école parce qu'ils savent que c'est plus motivant, c'est plus innovant, on va dire. Il faut rester humble, hein, ça ne chasse pas toutes les difficultés, mais les élèves qui ont de grosses difficultés dans les activités proprement scolaires trouvent un avantage dans ce qu'on appelle les compétences transversales. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas faire un problème, par exemple, saura faire un très beau projet mosaïque. Cette année, 6 élèves de CM2 de l'école Grand Camp Parc partiront au Portugal en avril 2018. Retour en Martinique, on va parler littérature jeunesse avec notre invitée ce soir, Barbara Jean-Élie. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc, merci de me recevoir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, auteur de nombreux ouvrages et notamment les 2 derniers. De 3 ouvrages. 3 ouvrages, c'est quand même des nombreux, c'est 3, consacrés à la littérature jeunesse et le dernier, donc Sina et le secret
de la Caraïbe qu'on voit à l'écran. On va en parler. D'abord, dans les grandes lignes, quelle est l'histoire qui est donnée dans ce livre? Alors, Sina, c'est une petite fille, une petite aventurière qu'on a pu découvrir lors d'un premier ouvrage qui était Sina sur son nuage, je ne sais pas si je peux le montrer. Et donc c'est une petite fille comme ça, donc, qui aime voyager, qui veut se faire plein d'amis et qui veut découvrir le monde. Et donc Sina, dans cet ouvrage-là, Sina et le secret de la Caraïbe, avec Momo et ses amis Filou, Papou et son doudou qui s'appelle Didi, ils partent à la recherche des parents de Momo, qui ont été kidnappés par un pirate qui est très méchant, qui s'appelle Oscar de la Malavida. Et c'est le prétexte en fait d'une découverte de tout l'arc antillais, de la Martinique d'où ils partent, à la Trinidad où ils vont récupérer, en fait, trouver le moyen d'aller chercher Oscar, puisqu'ils retrouvent Christophine la baleine qui va les amener sur son dos jusqu'à Cuba. Donc ils remontent ce formidable arc antillais à la recherche des parents de Momo. Voilà, donc c'est un roman d'aventure pour les enfants, donc les enfants de 12-13 ans, jusqu'à 12-13 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Ma fille, donc le point de départ, donc la première histoire du premier ouvrage, donc Sina sur son nuage, qui est paru en 2013, fin 2013, c'est ma fille, donc qui est aujourd'hui à 10 ans, qui m'a inspiré des histoires, parce que j'aime lui raconter des histoires, on aime chanter ensemble. Et puis de fil en aiguille, donc après un récit, donc j'en ai écrit, pour le premier ouvrage, j'en ai écrit 6 autres, donc ça fait un livre de 7 histoires, 7 contes. Et puis cette fois-là, mais c'est toujours elle qui m'inspire. Et puis le personnage, il a pris corps en fait depuis 2013, donc ses traits de caractère sont vraiment aujourd'hui définis. Et je pense qu'elle peut encore voyager. Donc ça, c'est un deuxième livre. Et puis bon, on a des idées pour les prochains, quoi. Alors la littérature jeunesse, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Il faut pouvoir utiliser des ressorts, avoir une écriture totalement adaptée aux enfants. Comment vous êtes mis dans la peau d'enfant pour écrire ce livre? Je n'ai pas appris. Clairement, je suis autodidacte sur ce registre-là et voilà, donc j'ai pas appris, donc j'espère ne pas me tromper, mais bon, comme j'ai une petite fille à la maison, donc qui m'aide, qui me guide aussi, qui a été assez critique d'ailleurs pour le premier et pour le deuxième, et je pense qu'en fait, peut-être un des ressorts, c'est de ne pas se limiter. Je pense que l'acte d'écrire, c'est un acte qui offre beaucoup de liberté. Écrire pour les enfants, je pense qu'on est encore plus libre, et je m'épanouis, je m'émancipe en fait dans cette liberté-là. Et puis je ne me suis fixé aucune limite, faire parler le tonnerre, faire parler les monstres, que Christophine embarque tout le monde sur son dos et qu'il remonte gentiment toutes les îles, les principales îles de la Caraïbe. Ça ne m'a pas fait peur d'écrire des choses comme ça. Je pense que je suis un peu restée à l'état d'enfant. Voilà, peut-être. Alors ce livre a aussi une portée assez pédagogique, notamment pour les langues, puisqu'il est écrit en plusieurs langues, en anglais, en créole. Quel était l'objectif? Alors, il est écrit, donc il y a un récit, le premier récit que je l'ai écrit en français, et j'ai voulu, comme on parlait de la Caraïbe, en fait, et donc les personnages remontent donc, et passent par plusieurs îles où on parle espagnol, où on parle anglais, où on parle créole. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de parler ces langues. Donc j'ai fait traduire le récit, qui était initialement en français, je l'ai fait traduire en espagnol, en anglais et en créole. Et donc l'occasion était belle, tout simplement, de parler toutes ces langues et de proposer effectivement un support pédagogique qui, probablement pour les enseignants, permettrait d'aller d'une langue à l'autre, qui sont toutes les langues de notre archipel. Donc, alors c'est illustré avec de très belles illustrations. Merci. Et c'est aussi un livre qui a un CD. On va écouter d'ailleurs un premier extrait. Il y a plusieurs artistes qui ont participé, Cali, Dominique Coco, Béatrice Sivatan, Patrick Jean-Élie. Alain Surena aussi. Tout à fait. Donc, comment s'est passée la collaboration avec ces différents artistes entre l'écriture, le récit et la musique? Alors là, les choses se sont passées un peu différemment du premier. Parce que le premier, par exemple, j'avais écrit les 7 textes, et j'avais écrit aussi les textes des chansons, et j'ai trouvé des interprètes. Là, en fait, quand j'ai écrit le récit, le texte, j'ai demandé à des amis, donc Ali, Dominique ou Patrick ou Alain, de lire le texte et de composer une chanson, ce qu'ils ont accepté volontiers de faire, de composer une chanson qui est inspirée de l'histoire. Donc, ce qui est drôle, c'est que Cali est venu avec une salsa, Patrick a composé un calypso, il a composé un compas, Alain a composé un reggae, et Dominique a composé sa caco musique, donc il a composé une chanson qui s'appelle Sina Caraïbe, qui nous permet vraiment de passer d'une île à une autre. Alors, ce qu'on entend là, il y a vraiment une complémentarité en fait, des rythmes qui ont été proposés. Ils ne se sont pas concertés, mais c'est bien tombé. Donc, on a finalement un voyage à la fois donc, visuel avec les dessins de Jack,
Et on a un voyage musical à travers les compositions de tous ces artistes qui m'ont fait l'amitié de venir sur ce projet-là et d'accompagner ce projet, Sina et le secret de la Caraïbe. Et ça donc cet ouvrage Sina et le secret de la Caraïbe, enfant sonore, on voit ça un exactement. Extrait. Et vous êtes notamment... Demain, je suis en signature, donc je fais passer l'info, merci de me le permettre, en signature à la librairie Alexandre à partir de 10h, donc c'est à Fort-de-France. Mais l'ouvrage, il est disponible dans toutes les librairies de Martinique et d'ailleurs, on peut aussi le commander sur Internet depuis le début du mois d'octobre. Mais demain, il y a un rendez-vous, donc signature, dédicace, à partir de 10h, donc librairie Alexandre. Voilà. Merci beaucoup, Barbara Jean-Élie, donc auteur de cet ouvrage magnifique, Sina et le secret de la Caraïbe, avec des histoires fabuleuses, des illustrations sonores et également des images qui ont été magnifiquement réalisées. Merci à vous. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Et on poursuit ce journal toujours sur une note musicale avec Begin Mon Vôtre. C'est le nouvel album de Manuel Sainte-Rose, clarinettiste, saxophoniste martiniquais, demain soir à l'Atrium. C'est un spectacle agrémenté de chants et de danse traditionnelle qui est proposé par l'artiste autour de ballets comme Pomme Cannelle et Arc-en-Ciel, ainsi que d'autres musiciens. On l'écoute. Il donne plus de précisions sur cet événement au micro d'Anaïs Gall. Le concept du spectacle, c'est un hommage à 4 grands auteurs et nous avons voulu élargir un peu à Stelio et à Max Rancé, qu'on surnommait le roi de la Begin. On a voulu rendre hommage à Cuba avec un classique cubain, Carioca, dansé merveilleusement par le ballet et la compagnie Pomme Cannelle. La Begin, la Mazurka, la valse, il y aura aussi le boléro, le cœur de charme avec Maurice Boucher et sa trompette d'argent. Et puis Claudie Largène, Michel Timon. En fait, toute une kyrielle de musiciens, et puis il y aura des allocutions impromptues de gens qui ont connu un petit peu mon épopée et puis mon cursus, qui viendront dire spontanément au public 2 mots. Tous ces rythmes créoles-là, je pense qu'il faut vraiment s'en préserver et puis le défendre, le développer, le pérenniser et surtout l'exporter, le faire connaître vraiment du plus grand nombre cette Begin-là. D'où l'essentiel, d'où l'importance de nous unir entre artistes pour pouvoir vraiment former un lobbying, je dis, parce qu'on n'est pas fort seul. Il faut être vraiment ensemble pour vraiment fédérer. Et on termine ce journal avec un aperçu de l'actualité sportive du week-end très riche avec de la course automobile, la rentrée des badistes et la suite des championnats en sport collectif, l'agenda sport présenté par Karine Chassol. En automobile, le championnat de la montagne touche à sa fin. L'avant-dernière course de côte, celle du Marigot, se déroulera dimanche. Les montées officielles sont prévues à compter de 13h. À l'issue des 3 montées, on devrait avoir une idée un peu plus claire du nom du champion de la Martinique. Les badistes font leur rentrée dimanche à l'IMS. Un tournoi régional ouvrira le bal à compter de 10h. Sport collectif, après la parenthèse Coupe de France en milieu de semaine, retour au championnat. En Régional 1, la 5e journée du championnat débute ce soir 20h par 2 rencontres. Golden Lion New Star à Saint-Joseph et Samaritaine Golden Star à Sainte-Marie. Suite des matchs demain 15h30 avec 4 rencontres dont un intéressant Aiglon Club franciscain. Cette 5e journée se clôturera demain 19h par un derby foyalais. Chez les femmes, la 3e journée du championnat débute demain 15h30 avant de se poursuivre à 19h et de se refermer dimanche 15h30. En handball masculin, la 3e journée du championnat de pré-national débute ce soir par 3 matchs. Tout d'abord à 20h30, éveil de Caramien Espoir de Floréal au Lorrain, puis à 21h30, USC Citron Sainte-Anne-Cap 110 à Corridon et ASC Ducos Étoile de Gondo au Palladium de Sainte-Marie. 2 autres rencontres auront lieu demain 20h et 20h30. Chez les femmes, début ce soir 20h de cette 3e journée de pré-national avec 2 rencontres, Aiglon Entente AS Mandezès Gauloise au Lamentin et USC Citron RC Lorrain à Corridon. Les autres matchs auront lieu demain à 19 et 20h. La dernière rencontre, elle, est prévue dimanche 16h. En basket féminin, toutes les rencontres de la 2e journée du championnat de National 3 auront lieu demain à partir de 18h. Chez les hommes, elles se dérouleront également demain, mais à compter de 20h, à noter un alléchant Golden Lion SC Lamantinois. En volleyball masculin, la 2e journée du championnat d'excellence débute en ce moment même par le match Paul Grayon au lycée Torail de Rivière-Salée. 2 autres rencontres sont au menu samedi et dimanche. Chez les filles, en excellence, un match au menu ce soir 20h, éveil Good Luck aux 3 îlets. Les autres rencontres se disputeront demain et dimanche.
Sport en bref pour conclure, il y aura du tennis avec un tournoi dimanche, du tennis de table et la deuxième journée du championnat par équipe demain, ou encore en natation, le défi de Christophe dimanche dans la baie de Fort-de-France. Voilà pour le programme, vous retrouverez toute l'actualité du week-end dans votre page sport, dans vos journaux de samedi et dimanche. Pour l'heure, votre JT des communes. Et dans votre JT des communes, découverte d'un manuel scolaire sur la géographie des Antilles françaises. Un sujet peu présent dans les livres étudiés par nos écoliers. Eh bien, un directeur d'école à la retraite s'est lancé dans un bouquin sur l'histoire de la Martinique. Il présente un second ouvrage destiné aux écoliers, mais aussi au grand public. On fait le point avec ce reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Pour de nombreux enseignants et élèves, on aura de quoi faire avec notamment Raphaël Nicole, cet ancien directeur d'école qui décidément s'attelle au travail avec la sortie de cet ouvrage Histoire des Antilles françaises des Amérindiens à nos jours en parallèle à l'histoire de France. Et puis il sort tout récemment la géographie des Antilles françaises. Nous l'avons rencontré. C'est la présentation des différentes époques. Ça s'adresse aux enseignants, aux élèves, mais aussi au grand public. Raphaël Nicole est un ancien directeur d'école titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation. Ces nombreuses années d'enseignement lui ont sans doute révélé la façon de transmettre le plus clairement possible les mécanismes qui régissent le fonctionnement des territoires français des Antilles. Il y a ce qu'on appelle l'histoire des Antilles françaises qui retrace l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique depuis les Amérindiens jusqu'à nos jours, la grande grève de février 2009. Et ensuite, pour compléter, j'ai réalisé Géographie des Antilles françaises qui permet de voir toute la géographie de Guadeloupe et Martinique selon les grands thèmes, le relief, le climat, etc. Ainsi, dans son livre, il aborde tous les aspects environnementaux, économiques, sociaux, culturels et politiques. Les grandes époques de manière très synthétique, par exemple de l'époque de la colonisation, je vous disais des Amérindiens, aussi la période esclavagiste, post-esclavagiste, la départementalisation, la régionalisation et maintenant la collectivisation, disons si on parle de la CTM. Ainsi, nous avons une lecture précise de tous les facteurs qui font des Antilles françaises ce qu'elles représentent au point de vue géopolitique. Ces deux ouvrages sont véritablement des mines d'informations, notamment pour le jeune public. Raphaël Nicole qui va poursuivre son travail auprès des librairies et des écoles pour une diffusion plus large de ces ouvrages. Voilà, c'est ainsi qu'on referme ce JT des communes. Restez avec nous, la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PIA présenté par Régine Germani. On se retrouve juste après, à tout à l'heure.